Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est la suite de la captation des Mercredis des Révolutions, l'université populaire organisée par la Société d'Histoire des Révolutions de 1848 et du XIXe siècle, une fois par mois à la mairie du 18e à Paris, en partenariat avec l'hebdomadaire Politis, Mediapart et Parole d'Histoire. Une séance enregistrée le 2 avril dernier avec les moyens audio de la salle où se déroulent ces rencontres en public, ce qui explique une qualité sonore pas idéale, et on vous prie de nous en excuser. La discussion porte sur théâtre et révolution, elle est animée par Jeanne Moisan. Très bonne écoute, et rendez-vous le 23 mai pour une fois à Créteil, avec une séance sur fête et révolution. Tous les détails en ligne sur le site de la Société de 1848 ou de Parole d'Histoire. Alors je voudrais aussi remercier très chaleureusement nos deux invités de cette séance qui nous permettent d'essayer de croiser le théâtre et l'histoire des révolutions. Donc on a le plaisir d'accueillir Suzanne Rochefort, qui est historienne, donc juste ici à ma droite, et maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Lorraine. C'est l'autrice de ce bel ouvrage, Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre lumière et révolution, qui est sorti il y a 1 an à Champvallon, et c'est le résultat de son travail de thèse. Donc Suzanne Rochefort travaille sur le métier du théâtre, en fait, le théâtre comme activité professionnelle au XVIIIe siècle, et c'est grâce à ça qu'elle a abordé aussi la période révolutionnaire et qu'elle s'intéresse à ce que le théâtre fait aux gens de théâtre, ce que la Révolution fait aux gens de théâtre et comment ces gens de théâtre réagissent dans le moment révolutionnaire. Catherine Anne, qu'on accueille aussi ce soir, qui est dramaturge, metteuse en scène et comédienne. Elle a écrit et mis en scène de nombreuses pièces. Elle a un site web sur lequel vous pouvez voir toute une série de pièces qu'elle a montées. Je vous invite à aller le voir. Certaines de ces pièces sont éditées chez Actes Sud, et en particulier celle qui nous intéresse beaucoup ce soir, donc J'ai rêvé la Révolution, qui est une pièce qui est inspirée par la vie et par les écrits de Olympe de Gouges, et qui a été montée entre 2018 et 2021 dans plusieurs théâtres. Donc, en fait, ce qu'on va tenter ce soir, c'est un dialogue entre deux manières très différentes d'approcher la question de cette intersection entre théâtre et révolution, le regard de l'historienne et le regard de la dramaturge, qui toutes deux se sont intéressées au même moment de la Révolution française, depuis une perspective différente, mais en parlant un peu pour préparer cette séance, on s'est rendu compte de la richesse du croisement de leurs regards. Donc je leur cède la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous rencontrer et d'être là pour cette conférence. Et donc je commencerai juste par quelques mots de contexte, pour poser un petit peu le cadre théâtral du Paris du XVIIIe siècle, pour pouvoir en arriver à finalement quels théâtres sont ouverts et en activité en 89, puis tout au long de la décennie de la Révolution. Moi, j'ai effectivement travaillé sur la seconde moitié du XVIIIe siècle, Révolution comprise, et donc j'avais cette approche comme ça dans la continuité de ce qui se passe donc dès le milieu du XVIIIe siècle. Alors, au milieu du XVIIIe siècle, on avait encore uniquement 3 théâtres, théoriquement, qui ne pouvaient exister à Paris. C'est-à-dire que théoriquement, il n'y avait que 3 théâtres à Paris qui étaient privilégiés, si vous voulez, par le roi, auquel le roi avait octroyé des monopoles artistiques et une exclusivité. Donc il s'agit de l'opéra, appelé Académie royale de musique, de la comédie française et de la comédie italienne. Ça, c'est la théorie, puisque dès le début du XVIIIe siècle, ces monopoles sont contournés avec quelques spectacles dans les théâtres de foire. Puis, à partir de la décennie 1750-1760, d'autres théâtres permanents arrivent sur la scène parisienne, si je puis dire, et ouvrent sur le boulevard du Temple, au nord-est de Paris, et au sein du Palais Royal. Et donc, moi, ça m'a énormément intéressée, et ça va être important pour ce que je vais dire ensuite. Il y a 2 manières d'exercer le métier de comédien avant 1789. On est soit sociétaire de la comédie française ou de la comédie italienne, ou alors on est acteur dans un théâtre de boulevard.
Donc c'est deux modalités de travail différentes, avec aussi deux prestiges qui sont éminemment différents. Ensuite, on va avoir une loi qui est très importante, c'est la loi du 13 janvier 1791. Et cette loi du 13 janvier 1791, ça va aboutir à une libéralisation du paysage des spectacles à Paris, c'est-à-dire que désormais, tout habitant peut ouvrir sa salle sur simple autorisation de la municipalité. Donc on va avoir une explosion du nombre de théâtres à partir de janvier 1791, où on a en une année à peu près 45 demandes d'ouverture de salles. Ensuite, dans le reste de la décennie, on a à peu près entre 20 et 30 salles qui sont ouvertes en même temps dans Paris. Donc il y a quand même une effervescence au niveau de ces lieux de spectacle. Alors moi, évidemment, la question de la Révolution, elle était quand même assez centrale dans mon travail. Et comme j'abordais vraiment cette continuité avec l'Ancien Régime, une des questions que je me suis posée, c'est finalement en quelle mesure comment la Révolution percute les destins professionnels des acteurs et des actrices. Est-ce que c'est un moment d'ouverture des possibles? Est-ce que c'est au contraire un moment où les contraintes s'accumulent? Et si oui, comment ces contraintes agissent sur le métier, et notamment en termes de genre, est-ce qu'elles agissent de la même manière sur les femmes et les hommes? Donc voilà un petit peu quels seront les fils conducteurs de mon intervention aujourd'hui. Et je commencerai par une première partie vraiment sur les premiers mois de l'été 1789, comment ça se passe à l'intérieur des théâtres, comment ils font face très concrètement dans leur travail à la Révolution. C'était vraiment une de mes questions. Une des sources principales de mon travail, entre autres, c'était les registres administratifs de réunion des théâtres, qui sont conservés pour la Comédie Française et pour la Comédie Italienne, pas pour les autres spectacles, malheureusement. Donc, je me suis intéressée à ces registres d'assemblée et j'ai pu voir que dès l'été 1789, la manière de travailler était différente puisqu'il y avait d'un coup un surplus de travail. Surplus de travail, pourquoi ? Eh bien, parce que des dramaturges veulent porter sur la scène des événements d'actualité. Et donc, il y a d'un coup, si vous voulez, un afflux de pièces nouvelles qui arrivent. En sachant que les comédiens avaient déjà du retard dans le traitement des pièces nouvelles qui leur arrivaient. Parfois, ça pouvait mettre plusieurs années avant que la pièce ne soit lue et traitée, puis acceptée par la troupe. Là, on a d'un coup un afflux de dramaturges qui, par exemple, veulent mettre en scène des pièces sur la prise de la Bastille, par exemple. Et donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, très très concrètes. Par exemple, habituellement, les pièces devaient être jouées dans l'ordre de réception. C'est-à-dire, la pièce numéro 1 de tel dramaturge est admise à la réception, donc ça sera la prochaine à être jouée, puis il y a l'autre sur la liste, et on ne pouvait pas avoir de passe-droit. Désormais, ça s'est modifié pour pouvoir faire jouer avant une pièce qui résonne avec l'actualité politique. Là, il y a un acteur de la comédie italienne qui écrit sur le registre « La troupe se rend libre de choisir la pièce qu'elle jugera à propos de ses intérêts, sans avoir autre considération que le bien général et la satisfaction du public ». Donc on essaye vraiment de porter en scène des événements qui résonnent avec l'actualité. Alors, les troupes sont confrontées à des demandes parfois un petit peu originales, par exemple de dramaturges qui demandent que leur pièce soit reçue sur simple plan de l'ouvrage. Ils n'ont pas encore écrit la pièce, mais ils disent s'il vous plaît, est-ce que ma pièce pourrait être reçue parce que elle sera sur la prise de la Bastille, elle va être en 5 actes, il y a quelques mots et puis c'est tout. Puis ils croient qu'ils vont être reçus avec ça. Donc ça, c'est un non quand même. Mais il y a, si vous voulez, un changement du coup dans la manière de recevoir ces pièces. Et puis, très concrètement, les comédiens, alors on pourra y revenir sur le moment de l'acquisition de leur citoyenneté, mais les comédiens, donc les hommes, deviennent des citoyens et donc commencent également à s'engager dans les districts de Paris. Certains ont des fonctions de commandement dans la garde nationale, commandant de bataillon, etc., etc. Et donc, ils ont un investissement dans la vie politique, si vous voulez, de proximité. Et ça, c'est quelque chose très concrètement qui gêne le travail, puisqu'on est quand même dans un métier où la main-d'œuvre est peu nombreuse,
très peu interchangeables. Donc une troupe, c'est une trentaine de personnes à peu près. Donc on a à peu près une quinzaine d'hommes, une quinzaine de femmes. Donc s'il y a la moitié des hommes qui sont partis au district, c'est extrêmement compliqué pour faire des répétitions, s'organiser et jouer. D'autant que ça peut vraiment se superposer dans l'emploi du temps entre des réunions politiques qui ont lieu en fin d'après-midi et un métier qui s'exerce précisément en fin d'après-midi. Donc il y a, si vous voulez, vraiment une superposition au niveau des temporalités. On le voit très bien. On le voit très bien dans des registres, que ce soit à la Comédie Française, à la Comédie Italienne. Des acteurs présents s'agacent que certains fassent manquer des répétitions parce qu'ils sont au district. Là, j'ai par exemple, le 6 septembre 1789, les présents qui s'agacent et qui l'observent, je cite, qu'il est désagréable que plusieurs camarades se rendent au théâtre et que d'autres manquent étant au district. Il est donc décidé de ne plus prendre comme excuse valable le fait d'aller au district et d'appliquer une amende pour ceux qui sont absents pour cause justement d'engagement au district. Donc ça, c'est vraiment une décision qui est prise début septembre 1789. Le fait d'avoir des amendes parce qu'on est absent à une réunion, à une assemblée, c'est une pratique qui est commune. Si on est en retard ou si on est absent, la troupe met des amendes parce que ça ne respecte pas la discipline collective. Donc ça, c'est une décision qui est prise en septembre 1789. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette décision, on peut la lire aussi au prisme du genre. C'est-à-dire que c'est la seule réunion, le seul compte-rendu de réunion écrit par une femme, écrit par une comédienne qui s'appelle Madame Crétu, qui a 26 ans, qui est une des actrices connues de la troupe. Et c'est elle qui prend la plume pour rédiger ce compte-rendu d'assemblée, alors que d'habitude, ce sont toujours des hommes qui les rédigent, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais bref. Et donc on peut penser que cette assemblée, dans laquelle les femmes étaient largement en majorité, il y avait 10 femmes pour 4 hommes quand la décision est prise, qu'il y avait certainement là une réorganisation qui pesait davantage sur elles, et du coup, voilà, le phénomène donc, des amendes qui est prise. Une semaine plus tard, les hommes, voyant qu'ils peuvent avoir des amendes pour cette raison-là, reviennent en force. Il y a une réunion une semaine après, où là, on change les choses. Alors cette fois-ci, c'est un homme qui prend la plume et qui écrit qu'il faut chercher à mieux concilier les services de la comédie et ceux des districts. Donc on va essayer de chercher à concilier les engagements citoyens et les engagements professionnels. Et cette assemblée, elle compte 20 personnes, dont 13 hommes. Et on va trouver, si vous voulez, un sort de modus vivendi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amende si les comédiens vont au district pour faire une activité artistique, c'est-à-dire des chants patriotiques, des tédéums, etc. etc. Donc s'ils y vont pour faire une activité artistique, ils n'ont pas d'amende. On essaye en fait de concilier engagement professionnel et citoyenneté. C'est quand même... Ils sont en fait les acteurs et les actrices dans un moment vraiment de dilemme, puisque s'investir au théâtre, dans leur profession, devient en soi un acte patriotique. C'est-à-dire qu'il faut proposer une offre artistique de qualité qui puisse aussi éveiller les spectateurs aux événements qui se passent. Et en plus, les finances, leur rémunération dépend quasiment entièrement des recettes du public parisien. Donc il s'agit bien d'avoir des pièces de qualité qui fassent venir les spectateurs. Et en même temps, il s'agit pour les comédiens citoyens de montrer publiquement leur engagement civique dans la ville, puisqu'il y a, si vous voulez, des critiques très nombreuses à l'automne 1789 sur le fait que les comédiens puissent être des citoyens. Le métier de comédien est une profession qui souffre d'un certain nombre de stigmates et de lois spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont quand même censés théoriquement être soumis à l'excommunication, donc à l'exclusion des droits au sacrement, sauf s'ils renoncent au théâtre devant notaire, chose qui est toujours pratiquée au XVIIIe siècle. Cette excommunication, elle prendra fin en 1861, donc elle est toujours en vigueur au XVIIIe siècle. Et il y a un certain nombre de stigmates qui portent sur ce métier-là, et notamment, on dit des comédiens qui se font siffler en scène et qu'on paye, qui jouent pour de l'argent,
qui jouent en plus des personnages qui ne sont pas les leurs, sont des imposteurs, risquent de transformer la scène politique en une vaste farce. Donc il y a vraiment, si vous voulez, un certain nombre de pamphlets qui sont publiés, il y a des lettres dans la presse qui proclament l'incompatibilité entre travail théâtral et politique. Là, un petit extrait du quotidien La Chronique de Paris. Et donc c'est une lettre anonyme qui critique justement cette compatibilité. Il écrit si le service militaire auquel tout autre devoir doit céder empêche un comédien de monter sur le théâtre, s'il préfère le titre de citoyen, soit qu'il cesse d'être acteur. Si au contraire il aime mieux l'argent et le bruissement du parterre, donc la critique de la marchandisation, s'il aime mieux l'argent et le bruissement du parterre que l'honneur de défendre sa patrie les armes à la main, il ne doit pas faire les fonctions de soldat. On ne peut servir de maître, il faut opter. Donc ces critiques opposent le comédien et le citoyen en créant, si vous voulez, une sorte d'antagonisme entre le service du public, fondé sur une relation marchande où des spectateurs viennent payer pour un spectacle, et le service public qui est rendu à une collectivité de concitoyens. Et donc il y a véritablement pour les acteurs un enjeu extrêmement fort à montrer leur patriotisme et leur engagement dans les districts. Encore plus quand on est acteur à la Comédie Française et à la Comédie Italienne, puisqu'on est quand même dans une institution qui est liée, autorisée par le roi depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc il y a des soupçons, et j'y reviendrai après, de royalisme qui pèsent énormément sur les acteurs et les actrices de la Comédie Française et de la Comédie Italienne. Le parfait concitoyen comédien, ça serait plutôt le comédien de boulevard, qui était très méprisé sous l'Ancien Régime, mais qui là, justement, était simplement toléré au XVIIIe siècle, vu comme un petit peu un sous-comédien. On les appelle des comédiens inférieurs dans certains textes. Bien là, ils prennent un petit peu leur revanche, puisque justement, ce sont des personnes qui ne sont pas liées, si vous voulez, à l'ancienne sphère royale. Également, et ce qui est tout à fait intéressant, et là j'avance un petit peu dans le temps, la manière en fait dont le contexte révolutionnaire va venir, si vous voulez, percuter des destins individuels de comédiens et de comédiennes. Il y a une réalité dont on reparlera également juste après, qui est celle de l'emprisonnement, et de l'emprisonnement pour suspicion antipatriotique. Donc là, c'est particulièrement le cas, évidemment, à partir de l'été 1793, où le comité de salut public a pris un certain nombre de décrets pour dire que seules des pièces patriotiques étaient autorisées, ou en tout cas qu'un spectacle serait fermé s'il jouait des pièces jugées antipatriotiques. Eh bien, la menace va être mise à exécution, si vous voulez, puisque la Comédie Française est fermée le 2 septembre 1793. Elle restera fermée jusqu'en 1799, donc on est sur quelque chose de durable. Longtemps d'ailleurs, les comédiens ont cru que jamais leur spectacle ne rouvrirait. Ils ont joué ailleurs dans Paris. Alors pourquoi ce théâtre a été fermé ? Eh bien, ça faisait suite à une représentation qui s'appelait Pamela ou la vertu récompensée, une pièce qui a été jugée contre-révolutionnaire, puisque la jeune fille, personnage principal, glorifiait, si vous voulez, certaines valeurs aristocratiques de l'Ancien Régime. Donc la pièce est jugée vraiment antipatriotique. Et donc, une partie de la troupe va être emprisonnée jusqu'au printemps, voire pour certains jusqu'au début de l'été 1794. Donc c'est le cas notamment de Mademoiselle Joly qui a, chose rare, laissé plusieurs lettres du moment de son emprisonnement, puisqu'elle écrit au procureur de la commune de Paris pour essayer de se faire libérer. Donc elle est à ce moment-là emprisonnée, et ça fera écho aussi avec l'emprisonnement d'Olympe de Gouges, puisqu'elle est emprisonnée dans le même mois d'octobre 1793. Et qu'écrit-elle à Paris pour un petit peu défendre ses positions républicaines ? Elle va mettre en valeur, vous allez le voir, son rôle de mère. Je lis l'extrait de sa lettre. Pour se faire libérer. « Je ne suis qu'une femme, mais je suis bonne citoyenne. Je suis mère de 4 enfants en bas âge, que j'élève en enfant républicain. J'aime ma patrie, comme un enfant docile et bon aime sa mère. J'ai fait pour elle tout ce que mon sexe m'a permis et dicté. J'ai cru ne pouvoir mieux la servir qu'en remplissant bien les devoirs d'une bonne mère de famille. »
Donc là, c'est une lettre d'Elisabeth Joly, qui n'est pas du tout une actrice connue de la troupe. Elle a aujourd'hui été complètement oubliée. Déjà à l'époque, elle jouait plutôt les seconds rôles de comédie. Elle n'était pas sur le devant de la scène. Mais c'est très intéressant puisque c'est la première fois qu'une actrice met comme ça en évidence son rôle de mère. Et cette stratégie, elle est tout à fait intéressante puisque Marie-Élisabeth Joly a compris qu'en Révolution, le soin et l'attention à l'autre se sont mués en qualité civique et politique pour les femmes, puisque celles-ci doivent justement faire preuve d'un engagement citoyen discret, privé, au sein de leur foyer, auprès de leurs enfants qui sont des citoyens en devenir. Et donc elles participent ainsi à la régénération de la nation. Et donc là, c'est tout à fait intéressant et ça fera écho aussi à ce qu'on verra un petit peu après, cette question du rapport entre emprisonnement, famille et des arguments qu'on peut mettre en avant. Alors, ça ne sera pas effectif, puisque Mademoiselle Joly sort d'emprisonnement seulement en mai 1794 et jouera, en attendant que la Comédie Française rouvre, dans d'autres différents spectacles de Paris. En tout cas, au-delà du cas de Mademoiselle Joly, et je finirai sur cette question-là, c'est le métier tout entier qui devient suspect, et particulièrement suspect. Pourquoi notamment? Eh bien, en raison de la mobilité, qui est assez consubstantielle au métier. Alors, beaucoup d'acteurs et d'actrices exercent de manière sédentaire à Paris, mais il y a aussi beaucoup de troupes provinciales qui se déplacent. Et donc, les soupçons pèsent sur eux. Est-ce qu'il y a des immigrations? Est-ce qu'ils appartiennent peut-être à des réseaux royalistes? Et de manière générale, comme ils ont l'usage, si vous voulez, de la parole publique, on fait particulièrement attention à leurs faits et gestes, et ils vont particulièrement être dénoncés. Et en cela, les actrices sont tout autant arrêtées par le comité de sûreté générale que les hommes. Alors, entre 1793 et la fin 1794, le comité de sûreté générale fait arrêter, alors pas forcément emprisonner, mais fait arrêter 53 artistes qui appartiennent soit à l'ancienne Comédie Française et italienne, soit à d'autres petits spectacles qui sont nés plus récemment. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut voir très concrètement comment la suspicion se manifeste quand on travaille dans la sphère des spectacles. Il y a quand même plusieurs spécificités. Une des spécificités, c'est de pouvoir être pris à partie dans la sphère publique et dans le lieu du théâtre. Donc, cas là, par exemple, en décembre 1793, de Marie Vadé, actrice de l'Opéra Comique National, qui est le nouveau nom de la comédie italienne, mais si vous voulez, à la sauce républicaine. On ne s'appelle plus Comédien italien du roi, on s'appelle Opéra Comique National. Et elle est arrêtée après un coup d'éclat qui a lieu dans le foyer de son théâtre, devant plus de 250 personnes, où en fait elle est prise à partie par une connaissance qui se révèle être un amant éconduit et qui lui lance devant la foule qu'elle reçoit chez elle des gens despotes et que s'il voulait, il la ferait arrêter, et il lui lance « coquine, tu reçois des gens suspects ou immigrés chez toi ». Et donc l'actrice va aller expliquer au comité de sûreté que c'est un amant éconduit qui est jaloux et qui lance là de fausses accusations. Donc, elle ne se fera pas emprisonner, mais on a là véritablement la mobilisation par cet amant éconduit de la spécificité de son métier, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une accusation qu'il fait en privé ou qu'il fait à la police, mais il la lance devant 250 personnes qui étaient réunies là pour voir jouer cette actrice à la sortie du spectacle. De même, l'espace de la loge va être également mobilisé, puisque des acteurs et surtout des actrices vont recevoir parfois des chansons anti-royalistes, des chansons royalistes, qui leur sont adressées. C'est le cas de Madame de Saint-Aubin, qui, mi-mars 1794, reçoit dans sa loge un petit paquet qui contient une chanson anonyme. Au début, c'est une chanson qui paraît tout à fait bien. Elle commence par « À la citoyenne Saint-Aubin, à sa beauté et à ses talents ». Là, on mobilise vraiment ses caractéristiques féminines. Et ensuite, ce sont des paroles qui comparent les Jacobins à des tigres assoiffés de sang, etc., etc. Et
donc tout de suite, elle va le dire à son mari qui est acteur dans la troupe, et ils vont aller dénoncer cette chanson à leur comité de section. Et d'ailleurs, je finirai sur cette question-là de soupçons et spécificités dans les spectacles. Ça a été très intéressant, de mon point de vue, de s'intéresser à la matérialité, aux objets, puisque il y a parfois certaines accusations, comme celle de Laffitte, qui est comédien au théâtre de la Cité, et là aussi, donc on est en mai 1794, et une jeune femme l'accuse d'avoir laissé chez elle un poignard vendéen. Donc il est interrogé sur cette possession et il explique qu'en fait, ce n'est pas son vrai poignard, mais qu'il a été donné par un ami pour un rôle. Et qu'en fait, il l'avait chez lui, mais il écrit on lui a dit qu'il était grand et beau, donc le poignard, et que cela ferait beaucoup d'effet au théâtre. Et comme il allait donc donner une pièce qui s'appelait Le Brigand de la Vendée, après avoir examiné cet objet, il s'était dit qu'il pourrait lui être utile. Et donc il dit bien que non, finalement, ça n'était pas son propre poignard, mais voilà, ça témoigne vraiment là de l'utilisation directe et concrète de la spécificité de son métier comme argument en fait pour se défendre auprès du comité de sûreté. Bien, je vais m'arrêter là peut-être pour passer la parole à Catherine Anne. Bonjour. Alors, j'écoutais avec attention et beaucoup d'intérêt ce qu'explique Suzanne Rochefort et qui est une entrée très historique avec beaucoup de choses que aussi bien quand on s'est parlé avant qu'aujourd'hui, je trouve extrêmement intéressant d'apprendre et d'écouter moi. Après, dans le cadre de cette rencontre avec vous, entre nous, j'arrive d'un tout autre endroit. Je ne suis pas historienne, même si j'ai beaucoup travaillé sur les documents, sur les archives, sur l'histoire d'Olympe de Gouges pour écrire cette pièce, donc j'ai rêvé la Révolution. Et quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter, donner dans le cadre de cette université populaire, moi qui ai essayé de faire toute ma vie du théâtre populaire, je me suis dit que j'allais partir de l'endroit où je suis. C'est-à-dire, je pourrais vous raconter beaucoup de choses sur Olympe de Gouges, et sans doute qu'au milieu de ce que je vais dire, il va y en avoir. Mais je vais surtout vous parler de comment et pourquoi j'ai écrit cette pièce, qui a été publiée donc en 2018. Alors, je vais commencer de façon assez factuelle par la lecture d'un court texte que j'avais écrit en 2014, au moment où cette pièce était en cours d'écriture, et qui s'appelle « Inspiration ». Il est toujours difficile de parler d'un texte en cours, car l'écriture est un chemin de découverte. Et lorsque l'œuvre n'est pas écrite, elle réserve ses surprises. Je peux pourtant, dès aujourd'hui, nommer les sujets qui sont au cœur de cette pièce. Le face-à-face avec sa propre vie, l'écriture contre l'oppression, l'enfermement et l'héritage laissé. La pièce est inspirée par la figure d'Olympe de Gouges et par d'autres figures de révolutionnaires féminines. Il y est question de liberté et de sa privation, de maternité, de mort et d'écriture. Ça commence fin 1793, dans une prison de la Révolution française, au moment où la terreur s'installe, mais ça évoque d'autres prisons, d'autres temps. Qu'est-ce qui ressemble plus à une cellule qu'une autre cellule ? Qu'est-ce qui ressemble plus à un mouvement révolutionnaire confisqué qu'un autre ? Plus je travaille sur la biographie d'Olympe de Gouges et sur ses textes, plus je suis frappée par les liens entre son histoire que nous croyons passée et le présent d'autres révolutions. Lors d'une rencontre avec des femmes tunisiennes en janvier 2014, à l'Institut du monde arabe, j'ai pu entendre une jeune intellectuelle tunisienne dire « Je veux occuper l'espace public avec mon corps ». Et aussi, pendant 2 semaines, Révolution de juillet, nous étions égaux, hommes et femmes. C'est le seul moment où j'ai pu être dans la rue sans qu'on me mette la main au cul. Entre 1789 et 1793,
Olympe de Gouges a occupé l'espace public en affichant des textes revendiquant liberté et égalité. Elle sera guillotinée. Juste avant sa mort, les réunions de femmes avaient été interdites par le comité de salut public. Les hommes révolutionnaires renvoyaient les femmes au foyer au silence. Grâce aux archives conservées de ces textes, après presque 2 siècles de disparition, Olympe de Gouges est réapparue. Donc voilà, j'ai écrit ça au moment où j'étais dans les brouillons de la pièce, vraiment en train de travailler, d'écrire, quoi. Ce qui n'est jamais très simple. Et c'est jamais très simple d'expliquer ce qu'on est en train de faire quand on écrit. Au fond, ce qui m'a frappé quand j'ai relu ce texte pour préparer cette soirée-là, c'est ce qui est à la source de la pièce, c'est-à-dire à la fois la rencontre avec un personnage historique. J'ai été amenée à connaître plus profondément Olympe de Gouges et son parcours, parce que j'ai fait à un moment de ma vie un master d'études féminines, d'études de genre à Paris 8. Donc il y avait entre autres un cours d'histoire du féminisme, et que le premier texte du corpus étudié était la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle a écrit très peu après. C'est une espèce d'écho et de réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachant qu'à l'époque, de la même façon qu'il y a une foison de textes théâtraux, il y a aussi une foison de déclarations de droits. Il y a celles qu'on connaît, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, Olympe de Gouges, elle a écrit ce texte qui est resté, qui nous est resté, et qui est considéré comme une des pierres du petit chemin, comme ça, dans la forêt des inégalités de genre, une des premières pierres de textes féministes, on va dire. Donc cette rencontre a été importante, et je pense qu'il y a quelque chose qui aussi m'a touchée à ce moment-là, c'était comment ce qui pouvait être tracé avec son parcours à elle renvoyait à des révolutions plus récentes, les révolutions du XXe siècle, et aussi ces printemps arabes qui étaient vraiment notre actualité au moment où j'écrivais la pièce. Et c'est clair aussi que moi j'ai écrit nourri par les problématiques que me renvoyait la question de l'égalité. Geneviève Fraisse explique très clairement autour du personnage d'Olympe de Gouges à quel point elle applique l'idée de l'égalité. L'égalité, c'est tout le monde. L'égalité, c'est les hommes, les femmes, c'est les blancs, les noirs. C'est égal, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de privilège. Et que c'est une des choses qui va nourrir sa liberté et sa vie. Après, quand j'ai commencé à écrire cette pièce et la façon dont elle est écrite, j'ai eu envie, et je crois que dans l'écriture, ça existe, que dans les premières scènes, on puisse ignorer qu'on était à la conciergerie de Paris en 1793, au moment où la pièce démarre. C'est-à-dire, j'ai voulu que cette première scène soit une scène un peu de face à face entre une prisonnière et un soldat révolutionnaire. Et je vais vous la lire parce que je me suis dit que c'était aussi une façon de faire connaissance. Donc, c'est la première scène de la pièce. Imaginons qu'on ne sait rien. On ne sait pas où on est, on ne sait pas de qui il est question. Dans une cellule apparaissent une femme et un jeune homme. Le jeune soldat. Donne ton bagage. La prisonnière. Je n'ai plus rien. Ça. De quoi écrire. Donne. Non. Tu n'es pas dans ton salon. Ici, c'est une prison. Aucune hésitation. Sol de terre battue, humide, murs épais, fenêtres hautes, étroites. Et cette porte énorme, hérissée de serrures, une prison, pas un salon. Donne ton bagage. Seules les armes me sont interdites. Penses-tu que l'encre et le papier soient une arme? Je ne pense pas. Dommage. J'applique le règlement. Tu es si jeune. Magnifique. Effrayant de jeunesse. Le règlement stipule que je peux garder l'usage de mes biens. L'encre et le papier sont à moi. Mon sang, ma peau. Quoi sert d'écrire? Aucune lettre sortira d'ici. J'écris pour exister, exercer mon droit. Tu parles trop, toi. Rien ne me fera taire, tes juges.
m'écouteront. Et je retrouverai la rue sous les acclamations. Ceux qui m'ont arrêté vont mordre la poussière. Confiance. La tyrannie n'est plus. Pour ce rêve, nous nous sommes battus, toi et moi. Pas du même camp. Es-tu un ennemi de la Révolution? Femme, si tu m'insultes, oh oh, le rouge aux joues. Desserre tes poings, petit. Je pourrais être ta mère. Ma mère? Une mère, oui. Une mère révolutionnaire qui s'est battue sans compter pour la liberté, pour les droits de l'homme et de la femme. Tu parles trop. Je n'ai été bâillonnée que quelques saisons dans un méchant mariage de jeunesse. Depuis, j'ouvre ma gueule. Nous saurons te faire taire. Nous? Quels nous? Nous, gardiens de la Révolution. Nous, hommes sachant contenir les désordres des femmes. Nous, qui avons le pouvoir, nous saurons te faire taire. Voilà, je voulais vous faire entendre ça parce que les toutes premières fois où on a travaillé sur cette pièce, alors qu'il n'y avait pas d'édition et que je rencontrais des gens, les premières scènes évoquaient pour les gens non pas la Révolution française, mais d'autres pays à notre époque. Voilà. Et c'était une grande volonté de travailler sur une temporalité qui permette des allers-retours entre le présent et le passé. Parce que moi, j'écris au présent. C'est-à-dire que j'écris du théâtre contemporain, 21e siècle en l'occurrence, et pourtant j'écris une pièce historique. J'écris une pièce qui se passe au moment de la Révolution française. Ce rapport au temps, il permet de circuler, il nécessite, dans l'écriture de la pièce, un vrai travail, pour le coup, de fouille historique. C'est-à-dire, j'ai beaucoup lu et la biographie d'Olivier Blanc, qui est très complète, et des écrits d'Olympe de Gouges, et des écrits autour de la question de l'enfermement dans cette époque-là, etc. J'ai aussi lu un peu les pièces d'Olympe de Gouges, puisque j'y viendrai à la fin, c'est aussi une autrice de théâtre, Olympe de Gouges. Mais j'avais envie que ma pièce, elle circule entre nos imaginaires au présent, le rapport à la violence, le rapport à la révolution, et le rapport entre les hommes et les femmes, et cette histoire-là. Aussi, dans le rapport au temps de la pièce, j'ai choisi un peu à contre... Enfin, c'est un quatuor, c'est très très resserré. C'est une pièce qui se déroule pendant les derniers jours de la vie d'Olympe de Gouges, derniers jours et nuits. Et c'est une pièce qui se déroule uniquement à la conciergerie. Enfin, il y a quelques scènes dans la rue devant, mais on est sur 4 ou 5 jours, entre le moment où elle rentre, où elle est emprisonnée en octobre, c'est le 28 octobre, et le moment où elle va être exécutée, qui je crois est le 2 ou 3 novembre. Là, j'ai un petit doute, mais je peux le trouver. Et c'est une pièce qui circule en avançant comme ça, jour, nuit, et qui va jusqu'au moment du jugement et de l'exécution. Pourquoi parler d'Olympe de Gouges comme ça ? Parce que j'aurais pu le faire de plein de façons. Il y a une BD assez profuse qui raconte toute l'histoire d'Olympe de Gouges, qui est née à Montauban, qui est une personnalité étonnante parce qu'elle est d'une famille qui n'est pas aristocratique, même si on suppose qu'elle est la fille naturelle d'un aristo. Elle a un parcours assez étonnant. Elle est veuve très jeune. Le fait d'être veuve à 18 ans lui permet d'être libre et de posséder le droit d'exercer ce qu'elle veut, enfin de faire ce qu'elle veut avec son argent, par exemple. Enfin, d'être libre aussi de circuler. Donc elle bénéficie de ce jeune veuvage, on va dire, pour prendre sa liberté, pour aller à Paris, pour aussi participer avec beaucoup de ferveur à tous les mouvements avant la prise de la Bastille, toutes les réunions, des espèces d'universités populaires, je pense en tout cas, de conférences, de choses données, non seulement dans les salles. Enfin, il y avait énormément de savoir qui circulait de partout. Elle se passionne pour ça, elle écrit du théâtre à ce moment-là. Et j'aurais pu me dire, je vais écrire toute l'histoire d'Olympe de Gouges. Et en réalité, j'avais vraiment très vite envie de travailler sur l'enfermement. J'avais très vite envie de travailler sur la prison, en me demandant comment, dans une époque à la fois qui génère beaucoup de violence et beaucoup d'espoir de liberté et d'espoir d'émancipation, la Révolution, en l'occurrence là, la Révolution de 1789, mais je dirais la Révolution, comment on peut vivre l'enfermement, comment on peut vivre l'emprisonnement, et comment aussi on supporte ça quand on est
je dirais, une femme libre, ce qui m'a semblé être la revendication perpétuelle d'Olympe de Gouges tout au long de sa vie, de faire ce qu'elle veut, d'être libre et d'assumer ses choix et d'oser, d'avoir beaucoup de sortes de courage. C'est une femme, par exemple, qui faisait partie des Amis des Noirs, qui a milité contre l'esclavage et pour l'égalité entre les hommes et les femmes de toute couleur de peau. Donc, à son époque, tout ça est assez fabuleux quand on le découvre et assez fort. Moi, je voulais travailler sur ces derniers jours. Et puis, ce segment très court de personnages, il y a ce jeune soldat qui, pour moi, est très, très jeune. C'est presque un enfant. Il n'est pas dans les armées de la Révolution. Il a 17 ans, 16 ans, enfin. Et puis, il a sa mère. Et il y a beaucoup de scènes avec sa mère. Et puis il y a cette prisonnière qui a plus ou moins l'âge d'être sa mère aussi. Et toute la pièce circule avec ces 3 personnes, plus une 4e figure importante qui est la jeune femme, qui est la femme du fils d'Olympe de Gouges, qui est la femme du fils de la prisonnière, et qui va essayer de la faire s'évader, et qui va... Enfin, ouais, il y a plein de péripéties dans cette pièce. Et ce personnage de femme du fils était important parce qu'aussi j'ai axé la question de la pièce sur les rapports entre mère et fils, à la fois avec la mère du jeune soldat et ce jeune soldat, les deux ne sachant ni lire ni écrire et étant pris dans la fascination, le désir et la peur du mouvement révolutionnaire. Cette femme de prisonnière qui, elle, écrit et qui d'ailleurs est emprisonnée à cause d'un texte. Et il faut quand même se rappeler qu'Olympe de Gouges a été et emprisonnée et exécutée à cause d'un texte qui a déplu. Et c'est tout, enfin c'est tout, c'est beaucoup sans doute, mais les mots sont peut-être des armes, en tout cas les mots peuvent se retourner contre ceux et celles qui les écrivent, et au moment où j'écrivais la pièce, et aujourd'hui aussi, il y a des gens dans des prisons dans le monde à cause de ce qu'ils ont écrit ou pensé, des hommes et des femmes. Donc il y avait cette idée aussi de est-ce que l'écrit est dangereux, est-ce qu'écrire est dangereux, qu'est-ce que ça soulage, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça ouvre et qu'est-ce que ça renvoie comme danger. Et c'est pour ça que la jeune femme qui vient voir cette prisonnière a envie, par exemple, que les textes disparaissent. Elle essaye de faire disparaître les textes. Ça, c'est l'histoire de la pièce. Et dans la pièce, les textes ne vont pas disparaître. Et pour moi, je sais que dans ma vie, le fait que les textes d'Olympe de Gouges n'aient pas disparu, c'est essentiel, parce que d'abord, sinon cette pièce n'existerait pas, mais parce que beaucoup de choses ne me seraient pas parvenues. Mais moi, je suis un fétu dans tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on sait d'Olympe de Gouges, on le sait essentiellement parce que les textes ont été préservés. Aussi bien dans les archives parlementaires, puisqu'elle a écrit beaucoup d'adresses au moment entre 1789 et son emprisonnement, et aussi des choses qui ont été éditées. Elle a fait éditer ses pièces. Donc, parce que les textes ont été gardés, c'est le privilège et la nécessité des archives, ça a pu circuler, même s'il y a eu des moments où c'était moins connu qu'aujourd'hui, ça a pu circuler et nous parvenir. Et puis dans la pièce, dans le rapport du rapport au temps, il y avait aussi l'envie de basculer entre les scènes de jour, qui sont des scènes de face à face, dans la prison ou dans la cuisine où vivent cette mère et son fils soldat, et des scènes de nuit qui sont des scènes de solitude. Parce que pareil, je me disais, comment on supporte les murs, l'enfermement, mais aussi comment on supporte la solitude. Et le rapport à la peur. Est-ce que la prison protège dans un moment aussi violent que la terreur, l'arrivée de la terreur, ou est-ce que la prison angoisse? Elle a été arrêtée en juillet, Olympe de Gouges, donc elle est exécutée en novembre, début novembre. Ça veut dire qu'il y a un long temps, même s'il n'y a que quelques jours à la conciergerie, mais il y a un long temps d'emprisonnement. Donc il y a un long temps où elle est sortie de la vie de tous les jours. Voilà. Et en écrivant ça, au fond, je pense qu'au départ, je ne voulais pas particulièrement écrire sur la Révolution. Je voulais écrire sur ça, sur la question de la liberté, sur la question des rapports hommes-femmes, sur la question de l'emprisonnement, de la condamnation, être condamné à mort, sur l'écriture, sur le fait d'écrire. Et puis, je me suis dit que c'était un mélange d'appropriation et de travail savant pour ne pas écrire de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire chaque fois que j'écris une pièce qui est nourrie d'une histoire vraie. J'ai écrit sur les enfants Claudel. C'est-à-dire que je pense que la moindre des choses, la moindre des politesses de mon travail,
c'est d'abord de bien fouiller les sources historiques, le travail des historiens pour, à l'intérieur de l'œuvre, qui est aussi une fiction, qui travaille aussi sur un certain rapport à une langue théâtrale ou poétique, de ne pas écrire de grosses bêtises, quoi, de ne pas être complètement à côté de ce que les historiens ont pu amener ou de ce que les sources primaires, les lettres, les textes peuvent donner. Ça me paraît très important dans mon travail de dramaturge, puisque c'est comme ça que c'était formulé. Voilà, je me suis dit aussi que c'était important dans cette pièce, même si c'était par des toutes petites choses, d'entendre un tout petit peu ce qu'elle avait écrit aux Lames de Gouges. Et dans les scènes de nuit, dans les scènes qui se passent la nuit, j'ai travaillé sur une forme théâtrale un peu particulière qui est comme une sorte de soliloque, de monologue, entrecoupé par des phrases qui sont dites dans la didascalie, ça lui passe dans la tête, et qui sont des choses qu'elle a écrites, que aux Lames de Gouges, pour vrai, a écrites, donc qui sont des sortes de citations. Je vais vous lire une des nuits de ça, où il y a la déclaration que tout le monde connaît. Donc c'est la nuit entre le 31 octobre et le 1er novembre. La prisonnière est seule dans la cellule, beaucoup de vent dehors. Encore la nuit, encore une nuit. Je ne tiens plus dans ma peau, rien d'humain, chacun recroquevillé dans le silence glacé de la peur. Aucun chant. Le vent hurle, même les pierres gémissent. J'ai peur. Dans sa tête, je suis née avec un caractère emporté, avec un cœur trop sensible, qui m'ont entraîné et qui m'ont été bien nuisibles. Les mots que j'ai écrits tourbillonnent dans ma tête, compagnons obstinés, tant de mots, tant de phrases, tant de pensées tracées sur le papier. Pour quelle destinée? Dans sa tête. Hommes vains et ridicules, qui vous arrogez un empire despotique dans la littérature, vous blâmerez toujours mon style. Peur toujours de mal penser, peur toujours de mal parler, balbutier, chanter la langue, comme ma petite maman, parler le parler de chez nous, simple. Personne ne m'a nourri de certitude. Chaque mot qui sort de ma bouche peut être un crapaud. Dans sa tête, article 1er, la femme naît libre et demeure égale à l'homme. Est-ce que cela deviendra vrai? Un jour, ici, ailleurs et pour toujours, j'aurais voulu laisser le monde souriant. Dans sa tête, je ne suis ni homme ni femme, j'ai tout le courage de l'un, quelquefois les faiblesses de l'autre. Seul, je ne tiens plus dans ma peau. J'aimerais me lever, traverser la maison à grandes enjambées, allumer un feu, croquer une pomme, petit geste de liberté. Dans sa tête, je laisserai deviner aux hommes sensibles, s'il en est encore, ce que peut avoir éprouvé une victime du fanatisme. Mes amis ne chanteront plus, ils se sont tus, emportés par la tempête. Rien d'humain, le vent hurle, ils ne chanteront plus. Leurs voix, toutes leurs voix sont tranchées. Mes amis, dans sa tête, j'ai tout prévu, je sais que ma mort est inévitable. Finir ainsi, allongé sur le ventre, mains liées dans le dos, la nuque glacée d'effroi? Non. Le merle chante. L'aube, malgré le froid, malgré le vent, malgré la peur. Le merle, l'aube, ne pas me laisser prendre à la gorge. Voilà, donc cette nuit-là qui est peu avant le moment où on va venir lui dire que son procès a lieu le lendemain, etc., et où ça s'accélère. Vous entendez, il y a la fameuse phrase qui est pratiquement au début de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
Et puis, il est question, les amis qui ne chanteront plus, il est question des Girondins qui sont exécutés pendant qu'elle est en prison. Et là, il y a tout un moment où elle entend les chants. Enfin, il y a tout cet événement-là au bord de sa prison qui est déployé aussi. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de dire, pour être dans les temps à peu près, c'est que à la fin de la pièce, j'ai eu envie, pareil, sur la question de la temporalité et du rapport au présent, à notre présent et à l'histoire, et aussi à comment nous, on est nourris de notre rapport à la Révolution française. En tout cas, en France, c'est très important. La République d'aujourd'hui est quand même beaucoup articulée autour de cet événement considérable de la Révolution française, de la mort du roi, de tout ce qui a été déployé comme idée avant et comment ces idées ont été mises à exécution, et aussi du passage par la terreur et de la restauration. Enfin bon, on est vraiment charpenté avec ça, je pense. Donc ça m'intéressait de faire le lien. Et la toute dernière scène croise les deux temporalités, c'est-à-dire que c'est une scène à 4, avec le jeune soldat et la prisonnière au moment où il vient la chercher pour aller sur l'échafaud, puisque le jugement est passé. Elle se déclare enceinte pour essayer de jouer un peu, qu'il y ait du temps, parce qu'on n'exécutait pas les condamnés enceintes, mais on ne la croit pas, et donc elle est exécutée, et on ne saura jamais si elle était ou pas enceinte. Et donc la dernière scène de ma pièce, elle croise ce face-à-face entre ce très jeune homme et cette prisonnière, et comment il l'emmène vers l'échafaud, et un autre duo qui est une femme avec sa fille, une femme d'une cinquantaine d'années avec sa fille jeune adulte, et cette femme travaille à la conciergerie, est chercheuse, et vient expliquer à sa fille que là, à cet endroit, on va créer une cellule qui sera en hommage à Olympe de Gouges et qui va retranscrire tout ce qui est... Et ça permet aussi, dans cette dernière scène, de faire vibrer quelque chose de ce qui nous est parvenu, et de comment moi j'ai projeté que peut-être au moment de mourir, elle avait l'espoir que quelque chose de ce qu'elle avait écrit, dit, semé, nous parviendrait. Et j'avais envie dans la pièce de faire sentir, d'exprimer que ça nous parvenait. Et que donc des gens d'aujourd'hui qui travaillent et sur la Révolution, et sur la question du féminisme, et sur la question de l'écriture du théâtre, peuvent croiser ce parcours d'Olympe de Gouges et en retirer des choses. Et pour faire le lien avec Suzanne et après rendre le micro, et comme vous parliez beaucoup de la Comédie Française, et dans tout ce parcours faramineux d'Olympe de Gouges, elle a une pièce qui a été jouée à la Comédie Française. Elle a une pièce qui s'appelle Zamor et Mirza, qui est une pièce qui milite ouvertement contre l'esclavage, qui avait été acceptée à la Comédie Française en 1785, et qui a finalement été jouée en décembre 1789, ce qui est très 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 long. Et à l'époque, c'était pas parce qu'il y avait plein de pièces sur la prise de la Bastille, c'est parce que assez vite après que les comédiens français aient accepté ce texte, il y a eu une énorme cabale des propriétaires d'esclaves dans les colonies qui voulaient surtout pas que ce texte soit joué à Paris. Donc ça a été retardé. Et cette cabale a été telle que quand la pièce a été créée à la Comédie Française, je crois que c'est le 30 ou le 31 décembre 1789, il y a eu, pendant les 2 représentations où ça a été joué, une cabale énorme, et ça a été un insuccès considérable à cause de cette cabale. Et à l'époque, les auteurs et autrices étant des servants en fait des comédiens et comédiennes, parce que ça c'est une chose dont on pourrait parler, c'est-à-dire que ceux qui avaient le pouvoir, c'était les troupes, c'était les acteurs et actrices, et les pièces leur appartenaient. Donc elle n'a jamais pu être rejouée, cette pièce du vivant d'Olympe de Gouges. Et par ailleurs, une autre pièce de théâtre a traversé son histoire et a à voir avec ce que vous évoquiez, Suzanne, qui est une pièce, alors je ne sais plus le titre, c'est un général qui a été à la tête de l'armée révolutionnaire pour la prise de Bruxelles, je crois, non? Oui, c'est ça. Dites-le, parce que... Dumouriez. Et donc elle a écrit une pièce au moment où Dumouriez était un général applaudi et révolutionnaire. Enfin, elle a écrit une pièce sur Dumouriez et sur ce succès militaire.
Et au moment où elle a été jugée, Dumouriez, entre-temps, était parti, était considéré comme un traître. Et cette pièce a été portée comme une pièce à charge sur son non-patriotisme. Alors qu'elle l'a écrit dans ce mouvement dont parlait Suzanne, de tout à coup, tout le monde écrit dans tous les sens, vite, 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 genre réseaux sociaux, quoi. Bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces interventions. C'était vraiment passionnant. Il y a énormément de choses qui résonnent entre ce que vous avez dit toutes les deux, malgré la différence des regards. Et il y a cette phrase que vous avez prononcée, Catherine Anne, d'une révolutionnaire tunisienne qui parle du moment révolutionnaire en disant ça me donne envie d'occuper l'espace public avec mon corps, enfin si je me souviens bien de la phrase. Et je me demandais si le théâtre c'est un endroit spécifique en fait pour cette prise de parole et cette prise de corps, enfin cette occupation de l'espace public par les corps dans les moments révolutionnaires. Et du coup, dans ce que disait Suzanne, il y a quelque chose qui m'a interrogée, c'est sur ce moment où les comédiennes constatent qu'en fait elles sont plus nombreuses parce que les hommes sont en section et que vous les voyez là dans les assemblées qui prennent des décisions toutes seules à un moment donné, même si ça dure pas très longtemps. Est-ce que ça a des effets aussi sur la production théâtrale elle-même? Parce que moi j'ai un peu travaillé sur le théâtre du 19e siècle. Bon, c'était dans un autre contexte parce que c'était pas en France, mais pendant longtemps les pièces de théâtre étaient pas équilibrées. Enfin, il n'y avait pas une parité de personnages. En tout cas, dans celle que j'ai étudiée, il y avait plus de personnages masculins. Et est-ce que du coup, dans ce moment-là, il y aurait pu avoir un espoir de quelque chose où il y aurait plus de personnages féminins? Et puis, est-ce que ça peut même changer un peu les codes de jeu de ces personnages? Ou alors, est-ce que pas du tout? Immédiatement, elle rappelle les acteurs parce qu'elle ne voit pas comment appeler le public. Et en plus, si les acteurs sont payés sur les recettes, on comprend qu'elles aient plutôt envie de revenir aux attendus de public qui n'ont pas brisé les codes du patriarcat en 2 secondes au moment de la prise de la Bastille. Donc, et donc voilà, je me demandais si ce genre de choses-là, on peut aussi l'observer dans les prises de parole d'Olympe de Gouges. Vous avez aussi parlé de ces productions théâtrales, mais est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à ces autres textes? Est-ce que ce serait un lieu, je ne sais pas, parfois plus conservateur qu'on peut imaginer à cause de l'encadrement des attendus, enfin de la pesanteur des institutions du théâtre ou pas? Enfin voilà, c'était ça ma curiosité pour démarrer le dialogue, on va dire. Merci beaucoup pour cette question extrêmement intéressante. Alors, je répondrai plutôt par la négative, c'est-à-dire que, il faudrait peut-être faire une étude exhaustive de tous les registres des réunions de comités de lecture, mais il ne semble pas qu'il y ait une modification liée à la présence de ces femmes un petit peu qui prennent effectivement plus de place dans l'administration à partir du début de la Révolution française. À partir de 1791, elles commencent à être membres à part entière du comité d'administration, qui est un comité restreint qui a plus de pouvoir. Là où elles étaient exclues depuis les années 60, et il y en avait une ou deux depuis les années 1780. Et désormais, c'est institué dans les règlements qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le comité d'administration restreint qui décidait notamment de l'admission des pièces. Après, il ne semble pas qu'il y ait eu... Alors, je pense aussi, de ce que j'ai lu des historiens du théâtre qui connaissent plus les pièces précisément que moi, je pense qu'il n'y avait pas non plus ce déséquilibre entre personnages qui faisait que les personnages féminins étaient moins nombreux ou moins présents. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a désormais un devoir pour les comédiens de transmettre des émotions patriotiques. Et ça, c'est très intéressant de voir dans la presse que les comptes rendus vont insister sur le fait que tel acteur a fait couler des larmes patriotiques dans tel ou tel rôle. Et ça, ce sont des qualités qui sont quasiment toujours attribuées à des hommes, c'est-à-dire que les personnages masculins dans les pièces patriotiques ont en fait plus de chair patriotique, si je puis dire. Et du coup, comme ils ont ce statut de citoyen en même temps, il y a aussi là comme ça
une place plus forte pour leur patriotisme. C'est assez rare qu'on dise d'une femme elle a fait couler des larmes patriotiques. C'est extrêmement rare dans la presse, à part dans les Révolutions de Paris, qui est un journal extrêmement engagé. Mais c'est pas pour la Comédie Française, puisque justement on se méfie et on dit les comédiens de la Comédie Française sont anciennement liés au roi, donc ce sont plutôt des traîtres et ce sont des fausses larmes qu'ils nous tirent et ils ne peuvent pas vraiment bien jouer car ils ne ressentent pas ce patriotisme au fond d'eux. Donc on a vraiment cette dualité là dans la presse selon en fait le positionnement politique des journalistes, très concrètement. Alors là, sur la façon dont est distribuée la fiction dans les pièces, en tout cas d'Olympe de Gouges que j'ai pu lire, moi je les ai lues, les pièces. J'ai pas trouvé que c'était forcément si enthousiasmant que ça, le théâtre qu'elle a écrit. Mais en termes d'écriture théâtrale. En tout cas pour nous aujourd'hui, je trouvais que c'est... voilà, j'avais envie en plus d'aimer beaucoup, mais je serai honnête, j'ai trouvé que c'était... c'est passionnant les sujets qu'elle aborde, comment elle aborde, de quoi elle parle, mais je ne trouvais pas que c'était évidemment une grande autrice de théâtre ignorée. Je ne me suis pas dit ça. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'aurais la franchise de dire que je ne me suis pas dit ça. Et sur la pièce donc acceptée à la Comédie Française et que j'ai lue il y a longtemps, puis que j'ai relu au moment où j'écrivais, c'est rigolo parce que ça fonctionne aussi sur plein de codes du théâtre ancien, enfin du théâtre avant la Révolution. C'est-à-dire qu'on est sur des codes sentimentaux. Enfin, l'histoire, elle est belle en même temps. L'histoire, elle est vraiment très belle. C'est un esclave qui est jugé parce qu'il a tué son maître, et il a tué son maître parce que ce maître a violé sa femme, à l'esclave. Et il est acquitté. C'est ça l'histoire qu'elle a écrite. Et ça, c'est quand même chapeau. Enfin, quand on sait qu'on est à l'époque du Code Noir, c'est-à-dire que le fond de ce qui est transmis est formidable. Et les scènes sont un peu sentimentales et assez joliment écrites, mais un peu décorées. Enfin bon, voilà, je ne me suis pas, moi, exaltée sur l'écriture telle qu'elle parvient aujourd'hui. Et j'avoue que je vais regarder, mais je ne sais pas si dans ces pièces, il y aurait plus de personnages féminins. Ça ne m'a pas frappée à l'époque. Parce que ça fait 10 ans quand même que j'ai écrit cette pièce. Et j'ai pas été voir, donc j'ai pas été voir là pour préparer cette rencontre, donc je sais pas, mais je regarderai. Et après, la question de l'espace public et du théâtre, je trouve ça une jolie remarque, parce que je pense qu'effectivement, le théâtre, dans certaines situations, c'est une façon d'occuper l'espace public. En tout cas, c'est une façon de mettre le corps en présence des autres. Et que je sais pas si c'est plus nécessaire, plus important dans les moments révolutionnaires que dans les moments réactionnaires, comme ceux que nous vivons. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On met le corps en présence des autres dans l'espace public. Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Bonsoir. Moi, j'avais une question, alors plus à l'historienne, mais désolée, c'est mon prisme moi-même historien. Ces nouvelles scènes qui s'ouvrent du fait de la libéralisation des théâtres, ça fait donc des nouveaux acteurs, des nouveaux comédiens, comédiennes, actrices. Qui sont-ils et elles ? D'où viennent-ils ? Est-ce que ça change le recrutement par rapport à ceux qui avant étaient soit dans les théâtres sociétaires ou est-ce qu'il y a un renouvellement social ? Voilà, c'est sur ces nouveaux acteurs et actrices que ma question porte. Merci beaucoup. Alors oui, il y a un recrutement qui change énormément à ce moment-là. Il y a du coup une expansion du marché du travail théâtral dans Paris. On va retrouver plusieurs catégories de personnes. Il y a d'abord des recalés de la comédie française et de la comédie italienne qui, sous l'Ancien Régime, n'avaient pas réussi à devenir sociétaires. Ils étaient parfois restés pensionnaires ou restés ce qu'on appelle à l'essai, débutants, mais ils n'avaient pas été admis comme sociétaires. Donc on peut retrouver ce type de personnes-là. Il y a un petit peu des comédiens provinciaux, les comédiens de province étant vraiment le vivier de recrutement premier des théâtres privilégiés sous l'Ancien Régime et même après. Il y a une vie extrêmement intense en province avec des comédiens quand même de qualité qu'on va recruter.
Les acteurs parlent souvent de pépinière pour désigner les théâtres de province. Et puis, ce qu'il y a également, c'est l'arrivée de nouvelles familles au théâtre. Moi, ce que j'ai pu remarquer en lisant, en croisant axes de notaire, archives de police, c'est que dès les années 1760, les premiers comédiens qui arrivent sur les théâtres du boulevard du Temple, ce sont des familles, en fait, souvent d'artisans ou de marchands du boulevard du Temple, qui habitent en face ou la rue d'à côté, et qui viennent au théâtre par opportunité économique, parce qu'on pourrait se dire c'est un métier un peu discrédité, donc peut-être qu'il va y avoir une réticence des familles. Moi, ce que je défends, c'est que même s'il peut y avoir ça, c'est quand même une manne économique assez forte, parce que surtout sous l'Ancien Régime, c'est des salaires quand même relativement élevés que ces comédiens de boulevard touchent, donc entre 800 et 5000 livres par an, alors qu'un petit journalier reste à 200, 300 livres annuels. Donc on est quand même à des sommes qui sont importantes. Donc on a en fait l'arrivée aussi le renforcement, si vous voulez, d'un nouveau marché du travail local où arrivent au théâtre toutes sortes de gens. Moi j'ai croisé dans mes archives, si je puis dire, une actrice qui est la fille d'un archiviste au ministère de l'Intérieur. Donc il y a en fait toutes sortes de profils qui arrivent au spectacle, dans des spectacles qui, pour le coup, se tiennent économiquement parfois difficilement. Donc ça peut être un petit peu risqué, mais ça peut, entre guillemets, être le jackpot aussi. Donc, en tout cas, on a une mutation qui est extrêmement forte au niveau de ce marché du travail. En fait, j'ai une question plutôt. C'est-à-dire que dans le parcours de Madame de Gouges, il y a un moment de théâtre qui est pratiquement du théâtre amateur. Là, je retrouvais les notes de ça, c'est que en fait, avant 1789, elle crée une troupe en 1780. Et de 1780 à 84, elle monte dans cette troupe amateur ses premières pièces, dans lesquelles d'ailleurs son fils va jouer. Et c'est dans le salon de Madame de Montesson. Et je me suis demandé, en écoutant la question que vous posiez sur les nouvelles personnes, comédiens, comédiennes, si ce qu'on pourrait appeler... Parce que là, clairement, c'est du théâtre amateur, mais c'est du théâtre de salon, donc c'est très lié à l'Ancien Régime. Je me suis demandé s'il y avait du théâtre amateur révolutionnaire qui se déployait. Oui, alors c'est le cas. Là, effectivement, là, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le théâtre de société, donc qui est effectivement un phénomène socio-culturel majeur au XVIIIe siècle, où des aristocrates ou des bourgeois font jouer chez eux, dans des salles plus ou moins grandes. Ils peuvent inviter des acteurs qui sont déjà, si vous voulez, en poste dans des théâtres parisiens, ou des amateurs qui s'essayent un petit peu au spectacle, ou des bourgeois qui aiment pratiquer le théâtre sans forcément vouloir en faire leur métier. Donc il y a le théâtre de société. Et ce qui arrive ensuite au moment de la Révolution, c'est effectivement... Alors, moi, j'ai travaillé sur Paris, j'ai trouvé très peu de cas à Paris, mais en province, ça a été très étudié, notamment par Philippe Bourdin, Cyril Triolaire, qui sont spécialistes spécifiquement de la période de la Révolution. Et ils ont très bien montré un dynamisme très fort des troupes amateurs en province, qui parfois remplacent des troupes professionnelles parce qu'elles proposent des pièces plus patriotiques. Et donc ça plaît davantage aux mairies qui préfèrent en fait faire jouer des comédiens amateurs. Alors c'est dit parfois peut-être que la qualité du métier sera un peu moins bonne, mais d'un autre côté, le contenu du texte compte tellement qu'en fait, on a aussi envie de faire jouer ces personnes amatrices. Donc il y a effectivement ce phénomène-là qui a pu être noté par des historiens. Les gens les moins argentés n'allaient pas au théâtre. Donc ça s'adressait quand même à une certaine population. Alors en fait, un petit peu contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors le théâtre n'est pas gratuit, loin de moi de dire cette idée, mais même sous l'Ancien Régime, les tarifs sont moins élevés qu'on pourrait le penser. À la Comédie Française, il y a ce qu'on appelle le parterre, donc ce qui se situe devant la scène, qui est un lieu où jusque dans les années 1780, on se tient debout, serré, parfois à 500, avec des tarifs à 1 livre, qui n'est pas un tarif énorme. Et donc les travaux qui ont pu être faits par des historiens qui ont travaillé justement sur cette question-là, c'était de montrer qu'il y avait aussi des étudiants, des petits artisans, des soldats qui côtoyaient des marchands et des avocats. Au moment de la Révolution, on a toujours un petit peu... Alors effectivement, les personnes les moins fortunées, vraiment les couches vraiment inférieures, s'y rendent pas ou très peu, mais on a quand même une ouverture sociale qui est notable dès avant la Révolution.
Et d'autant que là, avec la multiplication du nombre de spectacles, il y a aussi une concurrence parfois sur les tarifs des salles. Alors, c'est un petit peu ambivalent parce que baisser le tarif de ces salles, ça veut dire aussi baisser le prestige de son théâtre dans l'espace public. Donc il y a tout un jeu au boulevard, au XVIIIe siècle, de plutôt essayer de remonter les prix des places pour se rapprocher symboliquement des théâtres privilégiés par le roi. Donc on a une, je ne suis pas spécialiste de cette question-là précisément, mais on a une sociologie qui est quand même relativement variée. Merci beaucoup. J'avais deux questions. L'une qui est un peu dans la continuité des théâtres amateurs, etc. Je m'interrogeais sur... parce que je sais que pendant la Révolution, il y a eu beaucoup cette idée de créer des moments hors les murs, notamment les écoles hors les murs, etc. Est-ce qu'il y avait cette idée dans le théâtre révolutionnaire, notamment à Paris, où il fallait, vu que le théâtre avait cette dimension pédagogique très forte, est-ce qu'il y a cette idée qu'on peut, dans des espaces de rue, par exemple, même des institutions prestigieuses, venir apporter la révolution comme ça auprès du peuple dans cette dimension pédagogique? Voilà. Et puis sinon, une autre question pour vous sur là, plus sur la dimension. En fait, ce que je m'interroge pas mal sur la question de la figure héroïque dans l'histoire du féminisme, puisqu'il y a eu. Enfin, aujourd'hui, il commence à avoir des réflexions critiques sur le fait d'avoir de construire une histoire des féminismes à travers le prisme de figures un peu martyrs ou de figures héroïques, comme ça a été longtemps fait. Et je voulais savoir si vous, c'est une question qui vous a intéressé ou pas de travailler la question de l'héroïsme, ou au contraire de vouloir un petit peu subvertir ça, enfin en tout cas produire un rapport au féminisme qui passe pas seulement par des espèces de figures d'exemplarité exceptionnelles, etc. Est-ce que vous l'avez travaillé ou pas, cette question-là? Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être sur la question de la figure héroïque, je ne sais pas si Catherine Anne, ça lui parlera peut-être d'autant plus. Je peux répondre là-dessus. Oui, c'était important. C'était important parce que ce que je vous ai évoqué, par exemple, sur le fait que au début, dans la pièce, la prisonnière est nommée la prisonnière, par exemple. Et même si de fil en aiguille, on s'approche de la compréhension historique de où ça se passe, etc., et qu'à la fin, dans la toute dernière scène, qui croise comme ça le contemporain, et juste avant son exécution, son nom est dit, globalement, ça pourrait être beaucoup de femmes enfermées. Mais surtout, telle qu'elle est construite, la pièce, il y a un personnage qui est extrêmement important, qui est le personnage de la mère du jeune soldat, qui est illettré, ce qui était le cas de l'essentiel de la population en France, à Paris, à l'époque, ce qui explique d'ailleurs aussi le succès des théâtres, parce que les théâtres permettaient de raconter des histoires et de faire vivre des choses, y compris pour les gens qui ne savaient pas lire. Donc dans ma pièce, la mère du jeune soldat est un personnage qui ne sait pas lire, pas écrire, et qui, au fur et à mesure que se déroule l'action avec un certain nombre de rencontres avec cette autre femme qui est prisonnière et avec des choses qui se disent parfois quand elles sont deux, parfois quand elle vient avec son fils pour s'occuper du linge, etc. Cette femme fait tout un chemin de réflexion sur cette question, les hommes, les femmes, et aussi sur le rapport à la Révolution. Est-ce que ce qu'on a voulu quand on marchait dans la rue, c'est ce qui est en train de se passer, donc sur le rapport à la violence. Voilà, je pense pas, moi, que les grandes figures héroïques soient nécessaires, mais je pense que des fois, ça fait du bien de se dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses dont on se souvient, même quand on traverse autrement les questions sur lesquelles on combat. Donc, je suis un peu... Enfin, voilà, la pièce ne s'appelle pas Olympe de Gouges, par exemple. Et même, je me suis beaucoup demandé, quand on jouait le spectacle, parce qu'on a quand même pas mal joué, j'étais un peu en contre-gîte sur les directions des théâtres qui voulaient qu'on communique là-dessus pour faire venir le public. Et moi, je trouvais que ça aurait été bien pour l'expérience de spectateurs et de spectatrices que les gens découvrent l'histoire sans rien savoir et qu'effectivement, ils s'aperçoivent au bout d'1 heure et demie de représentation que c'était aussi une figure inspirée par Olympe de Gouges, ce à quoi ils venaient d'assister. Mais ça allait contre la com, alors ça s'est pas passé comme ça, en fait.
Mais voilà, oui, c'est bien d'avoir des héroïnes aussi. Il y a beaucoup de héros dans nos têtes. Donc d'avoir quelques héroïnes, c'est pas mal aussi. Mais avec des pincettes, oui. Alors c'est drôle parce que ma réponse elle fait aussi écho à la question de la communication dans l'espace public, c'est-à-dire que oui, effectivement, la vocation pédagogique des spectacles est quelque chose de central en Révolution, et des directeurs de salles qui veulent ouvrir une salle dans les demandes qu'ils adressent à la mairie, dont on a gardé des traces, mettent parfois en avant justement le fait que ce serait en même temps des écoles et des lieux de formation pour provoquer un petit peu la curiosité du public. Donc, par exemple, on a l'ouverture du théâtre des jeunes artistes ou du lycée dramatique, donc ce qui fait écho à quelque chose de pédagogique, à la question de l'apprentissage. On peut relier ça au fait que la première école de théâtre en France, en fait, existe de 1786 à décembre 1789, puisqu'elle était subventionnée par les menus plaisirs du roi. Et donc, avec la Révolution, cette école qui avait connu un succès fou en 88 et 89, dont sort une personne comme Talma, par exemple, qui deviendra un des acteurs les plus connus ensuite, notamment au début du 19e siècle. Talma avait fait cette école, et cette école ferme en 89. Donc il y a cette idée, rhétoriquement, de vouloir remplacer cette école. Et en même temps, ça, j'ai trouvé des lettres d'acteurs et d'actrices qui critiquent ce processus-là, puisqu'ils disent oui, mais c'est juste un argument publicitaire pour que le public vienne, mais quand on regarde qui joue vraiment, c'est des adultes normaux qui ont parfois une longue expérience de la scène, parfois en province, et donc il y a un acteur qui dit que c'est dégradant de faire passer pour des élèves des comédiens qui parfois ont une longue expérience. Tout ça parce que c'est la question, toujours qui est très centrale, la question du paiement du public. C'est-à-dire qu'une école, soit elle s'exerce dans un cadre privé, comme était cette école du roi, où il n'y a pas de représentation publique, ce sont des élèves qui s'exercent avec un professeur, mais à partir du moment où ça fonctionne en fait comme un théâtre, avec des places payantes, peut y avoir cette idée de pourquoi le public devrait payer pour voir l'apprentissage d'un acteur ou d'une actrice. À la fois, ça suscite la curiosité et en même temps, ça peut être critiqué. Mais en tout cas, on a vraiment cette question-là du théâtre-école qui est quand même relativement récurrent tout au long de la décennie 1790. Je voudrais savoir ce qui nous reste de ce répertoire révolutionnaire. En vous entendant, j'ai l'impression que c'est un peu de la propagande quand même, parce que vous parlez de patriotisme, et bon, voilà. Moi, il me semble que ce qui nous reste dans la mémoire collective de cette période, ce sont des chansons et de la musique. Voilà, beaucoup plus que des textes. Et moi est-ce qu'il y a moi, je pense qu'il y a un trou entre le théâtre du XVIIIe siècle, qu'on connaît très bien, et le théâtre romantique. Il y a un gap à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous en reste, quoi. Voilà. Alors effectivement, ça c'est une question historiographique qui est très intéressante. Surtout à partir des années 1980, les historiens en fait ont fait plutôt le même constat que vous et se sont dit il manque effectivement des travaux sur le répertoire en Révolution, c'est-à-dire à quel point il se renouvelle. Et donc il y a eu en fait quand même beaucoup de travaux depuis les années 90 et toujours actuellement. Je pense à ceux de Philippe Bourdin, ceux de Thibaut Julien qui a récemment publié sa thèse également. Donc il y a toutes sortes de travaux qui montrent qu'il y a quand même un répertoire patriotique qui est important. Je pense à des pièces comme Le Jugement dernier des rois de Sylvain Maréchal. Donc il y a des pièces qui ont du succès et qui sont importantes. Après, ce que cette historiographie montre, et c'est très intéressant, c'est que tout n'est pas bouleversé par la Révolution. C'est-à-dire que Molière est un des dramaturges les plus joués sous la Révolution. Donc on a aussi une passion pour le comique qui est toujours extrêmement présent. Après, il y a toujours de toute manière cette hybridation avec le chant et avec la musique, et qui est particulièrement présente en Révolution, avec le genre du vaudeville par exemple, qu'il était déjà avant, et ça se maintient évidemment ensuite énormément. Donc voilà, je pense qu'il faut répondre de manière nuancée, mais il y a beaucoup de travaux maintenant récents qui montrent que il y a un répertoire qui est patriotique. Alors c'est vrai que maintenant, au niveau de l'héritage, si on regarde de notre point de vue d'aujourd'hui,
peut-être que finalement il manque quelques pièces complètement marquantes qui seraient complètement connues du grand public. C'est vrai, et c'est intéressant. Très longtemps, c'est un théâtre qui a été discrédité pour son style. On disait ça a été écrit vite fait, c'est pas du bon théâtre, etc. Et ça a quand même été réévalué par toute une historiographie qui a quand même montré les qualités, les adaptations et les nuances qu'il fallait mettre aussi parfois dans ses jugements sur ces pièces. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant de vous écouter l'une et l'autre. J'aurais une ou deux questions, mais juste peut-être pour rebondir sur votre question, madame, et la manière dont vous avez répondu. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que notre héritage autour des pratiques théâtrales à l'époque de la Révolution, c'est quand même le rêve, l'utopie du théâtre populaire. Et c'est pas rien, c'est-à-dire que dans l'histoire de la construction d'une réflexion sur le théâtre populaire, des gens comme Romain Rolland ou d'autres ont été chercher dans l'histoire de la Révolution des moments où les assemblées, la Convention, etc., ont pris des mesures qui prenaient acte que le théâtre pouvait être un instrument de culture populaire et d'éducation populaire. Alors de la propagande, oui, certes, mais voilà, de l'éducation populaire. C'était une idée qui s'originait au XVIIIe chez les philosophes des Lumières ou en Allemagne, chez Goethe, chez Schiller, enfin bon, au moment de la Révolution, Schiller, enfin bref. Donc c'est cet héritage théâtral aujourd'hui de la Révolution, c'est ça. Plus qu'un répertoire, sans doute, même s'il existe, mais c'est des pratiques. C'est, c'est la gratuité du théâtre pour le peuple, une fois par semaine. Alors, certes, pour aller voir des pièces de propagande, n'empêche, il y a une pensée quand même qui éclaire la question de la démocratisation du théâtre et des publics de théâtre. Bon, bref, je m'arrête, mais voilà, il y a quand même, il y a un héritage. J'ai une question pour l'historienne, donc je suis désolée, j'ai pas ouvert votre livre. Je vous ai entendu à la radio en parler, je le connais, je l'ai vu, mais voilà, je ne l'ai pas lu. Donc, j'ai une question à vous poser. Vous nous avez parlé très bien des sources que vous avez mobilisées, et ça a l'air absolument passionnant, effectivement, des sources telles que les historiens savent les trouver, les dénicher. Sur le théâtre à l'époque de la Révolution, il y a aussi des mythes, des fantasmes, des représentations tout au long du 19e et jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu que vous travailliez, j'imagine aussi avec ça, pour démêler dans tout ça le vrai du faux, l'histoire du schisme à la Comédie Française entre les Blancs et les Noirs, Talma qui lui va essayer de fonder un théâtre républicain, et puis on court après le mythe du théâtre républicain tout au long du 19e. Et puis, je sais pas, l'histoire de Labussière, le sauveur des comédiens de la Comédie Française. Est-ce qu'il a vraiment sauvé autant de comédiens qu'on l'a dit? Enfin, toutes ces choses-là. Enfin, il y a beaucoup d'écrits autour du théâtre à l'époque de la Révolution, sans compter les conventionnels qui avaient fait du théâtre, qui étaient dramaturges. Le théâtre était présent dans les assemblées. Enfin bref, tout ça. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Alors, j'ai une des premières sources qui m'a... Et en fait, il y a deux types de sources. Il y a les sources qui sont internes au théâtre, c'est-à-dire qui ont été produites dans le cadre du travail théâtrale. Il en reste à la Comédie Française et à la Comédie Italienne. Pour la Comédie Française, c'est extrêmement riche puisque les correspondances de travail des comédiens sont conservées à partir de 1772. Ça ne veut pas dire que toutes les lettres sont là, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de lettres que j'ai lues en intégralité et dévorées, à peu près 115 dossiers de comédiens, avec dedans des lettres. Il peut y avoir 2 ou 3 lettres, mais il peut y en avoir 50. Et ça, donc il y a ces sources produites de manière interne au théâtre, et sinon j'ai énormément utilisé, notamment pour les spectacles des boulevards, comme il restait quasiment plus d'archives de ces théâtres-là et de leur fonctionnement interne, il a fallu les approcher par l'extérieur, si vous voulez, par les institutions qui les ont rencontrés. Donc typiquement les commissaires de police sous l'Ancien Régime puis sous la Révolution, la justice de paix pour les litiges de paiement. Il y a aussi également la presse qui a été une source énorme pour moi, la presse spécialisée ou la presse générale. Et tout ça en fait, ça permet de relire certains épisodes. Effectivement, vous évoquez un moment important qui est ce qu'on appelle le schisme à la Comédie Française entre les Noirs et les Rouges. Donc en fait, effectivement, on peut voir dans les lettres qu'à partir de l'automne 1789, la troupe s'affronte sur la question de la Révolution.
C'est-à-dire que certains, comme Talma, mais aussi comme Mademoiselle Desgarcins, sont plus fervents révolutionnaires que ceux qu'on appelle les Noirs, et qui sont plus proches aussi par des liens amicaux de Marie-Antoinette ou de Grand de la Cour. Et ça va aboutir au fait qu'en avril 1791, en fait, Talma et les autres, on peut voir qu'ils ne partent pas du tout pour fonder un théâtre nouveau, mais tout simplement pour s'installer sur un théâtre déjà existant, les Variétés du Palais Royal, qui est un théâtre à l'origine fondé sur le boulevard en 1778, ramené au Palais Royal en 1784, et ça devient en fait la matrice d'une nouvelle troupe qui s'appellera Théâtre de la République à partir de 1792. Donc on a là bien évidemment cet affichage, et où on y joue particulièrement des pièces patriotiques. Et donc ces personnes seront sauvées de tout emprisonnement, bien sûr, puisqu'ils seront allés jouer sur ce nouveau théâtre. Et un des enjeux en 99, ça va être de réunir tous les comédiens qui étaient partis dans les différents spectacles. Et des personnes, justement, comme Talma, disent on veut faire rentrer à la Comédie Française nos camarades nouveaux que les événements de la Révolution nous ont fait rencontrer. Donc ils arrivent à faire intégrer comme sociétaires à la Comédie Française, directement comme sociétaires, sans passer par un essai, des collègues qu'ils ont rencontrés au Théâtre de la République et dont ils défendent les qualités artistiques et la célébrité auprès du public. Donc en fait, je dirais que c'est vraiment par une lecture attentive et un croisement de différentes sources qu'on peut effectivement relire certains épisodes, en nuancer, en mettre à jour d'autres. Après, évidemment, je ne prétends pas du tout être exhaustive ou avoir une vérité absolue, mais du moins avoir suffisamment de preuves d'époque pour pouvoir m'appuyer sur ce que je dis, et en faisant bien la distinction aussi, ce qui avait souvent été beaucoup étudié, ce sont des sources très intéressantes, ce sont les mémoires de comédiens, donc les mémoires écrits par des comédiens. Mais en fait, ces mémoires, ils sont composés dans les années 1820. Donc, ils racontent effectivement un passé du XVIIIe siècle, mais il me semblait que c'était avant tout une source très passionnante pour faire de l'histoire du théâtre au XIXe siècle. Et comment, dans les années 1820, on pouvait relire son passé de comédien au XVIIIe siècle. Donc, ça a été aussi, pas forcément complètement exclure, mais critiquer certaines sources pour m'intéresser en fait vraiment aux productions contemporaines, quoi. Après, voilà, tout n'a pas été parfait, mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux sur cette critique de sources. Ouais, non, c'est juste pour vous raconter rapidement deux anecdotes théâtre, révolution et réaction avec la salle. La première, je pense que certaines d'entre vous la connaissent, c'est donc la pièce Assaïra de Pomera, montée à Nanterre, mais qui, à partir de hiver-printemps 2019, était jouée sur les boulevards. Donc elle a bougé. Et à ce moment-là, ça a percuté le mouvement des Gilets jaunes. Et plusieurs représentations où, comme en plus la pièce cassait le quatrième mur, puisque les personnages pouvaient parler à l'intérieur, etc. Et il y a eu plusieurs représentations où des gens ont lancé les Gilets jaunes sur la scène pour soutenir celle, parce que c'est une femme qui joue un personnage qui mélange du Robespierre et du Danton. Voilà. Ça, c'est le plus connu. Donc, le mouvement social qui soutient la pièce qui raconte la Révolution française. L'autre qui est moins connue, mais qui m'a fait bien rigoler, c'est une des premières pièces de Pauline Susini. Pauline Susini, qui avait, dans une de ses premières pièces, elle a monté une pièce sur Marie-Antoinette. Et moi, je suis allée voir sa pièce qu'elle avait jouée au théâtre de Versailles. Voilà. Et le public allait voir en se disant leur Marie-Antoinette. Ils attendaient la grande, la merveilleuse, la Marie-Antoinette dont ils avaient envie de pleurer la mort, sauf que c'est pas ça qu'elle avait fait, Pauline Susini, d'autant que pour travailler sa pièce, elle avait bossé avec Guillaume Mazot, donc voilà, c'était pas du tout, elle n'avait pas envie de faire du pro-Marie-Antoinette. Et au milieu de la pièce, plein de spectateurs qui étaient par ailleurs arrivés avec des robes à panier, enfin vraiment ils étaient tous déguisés, c'était quand même assez surréaliste. Ils sont partis de la scène en claquant les portes des loges très violemment, en disant scandale, mais parce que c'était une Marie-Antoinette ambivalente et bien plus riche. Et voilà. Et dans les deux cas, j'ai jamais vécu des choses comme ça, hors de pièces finalement sur la Révolution française. Je voudrais dire deux choses. Par rapport au fait d'avoir jamais vécu des choses comme ça, moi j'ai assisté à certains spectacles, par exemple le spectacle de Bob Wilson il y a très longtemps, où c'était à peu près ça aussi. Donc je pense que la Révolution française n'est pas forcément ce qui déclenche les scandales au théâtre. Mais par rapport à la pièce de Pomera, à Assaïra, je voudrais juste dire un mot, parce que j'ai vu ce spectacle, moi je l'avais vu...
à Villeurbanne, donc à l'époque où c'était joué dans le secteur du théâtre public, puisque quand vous parlez des boulevards, il s'agit du théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est le secteur du théâtre privé. Donc c'est une création dans le théâtre public. Et le travail de Joël Pomerat, je le connais depuis très très longtemps, puisqu'on est quasiment cousins de théâtre, c'est-à-dire qu'on a commencé ensemble, j'ai vu pratiquement tous ses premiers spectacles. Il se trouve que la seule pièce de théâtre qu'il ait montée, qui n'était pas écrite par lui, c'est ma première pièce, qui s'appelle Une année sans été. Donc on se connaît bien. Et quand j'ai vu Ça ira, j'ai été à la fois très, réjouie par la force de la proposition, par la façon dont il s'emparait de la question révolutionnaire. Justement, il est complètement ailleurs par rapport au choix que moi je fais dans la cellule, sur un huis clos quasiment. Il est sur une chose très spectaculaire et très large et très riche, très engagée aussi. Mais j'étais quand même très troublée par la façon de traiter la question homme-femme. Et quand j'ai assisté au spectacle, donc dans cette salle pleine de lycéens, où il y avait énormément de très jeunes gens, et où la question de la représentation par des femmes, des représentants du peuple, n'était absolument pas traitée, où j'ai discuté pas mal avec Saskia qui jouait Leblanc, qui était un personnage comme ça très spectaculaire de député homme, en lui disant mais pourquoi, comment se fait-il qu'il n'y ait pas Olympe de Gouges, qu'il n'y ait pas Madame Roland, qu'il n'y ait pas Sophie Condorcet dans le spectacle, puisque vous travaillez par approche successive, par improvisation, que les comédiens et comédiennes apportent des choses. Et elle m'a dit nous on a tout apporté, puis après Joël y choisit. Et c'est vrai que cet endroit, moi, m'avait chiffonné vraiment, parce que je me disais que pour les gens qui assistaient, pour les jeunes gens qui assistaient à ce spectacle, la question de la façon dont les femmes ont été traitées par la Révolution était absolument pas effleurée. Le fait que les femmes étaient dans tous les combats, étaient dans la rue, étaient dans la marche sur Versailles, étaient au moment où la Bastille est tombée, le fait que les femmes de l'Ancien Régime ont participé du mouvement des idées des Lumières, etc. Tout ça existe. Et le fait que la Révolution française, à partir du moment où le pouvoir a basculé, a très vite renvoyé les femmes au foyer, a très vite interdit les assemblées de femmes, a très vite et a confisqué l'idée même du suffrage universel, tout en prétendant que c'était un suffrage universel. Enfin, tout ça est quand même réel. Donc j'étais étonnée et je me disais voilà, c'est un grand spectacle magnifique, mais ça parle pas du tout de l'endroit qui moi me touche. Et ça ne communique pas du tout ça par rapport aux jeunes générations. Bonsoir et merci. J'aurais voulu savoir si dans le théâtre ou l'utilisation qu'il y a eu du théâtre en 1789, on retrouve des choses assez similaires dans les autres répliques révolutionnaires jusqu'en 1968, aussi où il y avait un théâtre engagé un peu avant et un peu après. Là, je préférais peut-être laisser la parole à des spécialistes sur les théâtres du 19e, du 20e, notamment M. Young, qui peut-être pourra mieux répondre sur le 19e que moi. Le problème, et enfin vous auriez pu très bien répondre aussi, le problème c'est que les révolutions en 30 et en 48, ça tourne vite. Le moment révolutionnaire est un peu court. Et en 48 notamment, il est très clair qu'il y a des grands projets, mais les problèmes de la Nouvelle République sont tellement grands que finalement tout ce qui veut se faire sur le théâtre devient vite du théâtre caritatif, parce qu'en fait les théâtres sont en faillite. Donc c'est le grand discours de Victor Hugo pour qu'on leur donne de l'argent et qu'on les sauve. Et puis en 1830 quand même l'élément le plus important peut-être c'est l'abolition de la censure, qui effectivement arrive de facto avec les journées, les Trois Glorieuses, et qui va quand même faire que jusqu'à son rétablissement en 1835, on va avoir un autre type de spectacle. Et vous parliez tout à l'heure du théâtre romantique. Le théâtre romantique ne serait pas possible complètement sans ces circonstances-là. Donc en fait, en 30, ça marche un peu par rapport à l'abolition des contraintes, et puis aussi parce que, par exemple, toute l'histoire qu'a racontée Suzanne Rochefort, ça aboutit sous le Premier Empire, un rétablissement d'un contrôle, le système du privilège, et ça, effectivement, à chaque fois, ça éclate en 30. Donc, on a à nouveau des multiplications de salles, pas tellement en 48, parce que les problèmes financiers sont tellement grands qu'on n'a pas vraiment le temps de créer des théâtres. Mais la fenêtre de tir est courte. Je ne parle même pas de ce qui se passe en septembre 70, avec le contexte de guerre qui rend ça un peu caduque.
Donc sur le répertoire, il se passe des choses, mais ce qui se passe, ce que nous a raconté Suzanne Rochefort pour la Révolution, ça ne se reproduit pas au 19e. D'où d'ailleurs le fait, comme tu le disais, moi je serais peut-être un peu plus critique que toi, mais sur le fait que les réformateurs de la fin du siècle, ils ne peuvent pas se référer à 48 ou à 30, ils se réfèrent vraiment à la Révolution en faisant quand même largement une mythification, une réécriture d'un tas de choses, plus que de réalités sur lesquelles ils ne peuvent pas s'appuyer. Mais bon, ça c'est un débat entre ma voisine et moi, donc dont on va laisser la salle en dehors. Mais sans doute que Jeanne Moisan a aussi... moi j'ai travaillé sur le théâtre espagnol du 19e siècle et surtout de la fin du 19e siècle. Et en fait, c'est vrai que ce qui m'étonne en ayant les pieds sur le 19e siècle espagnol et en regardant la Révolution française, c'est que... C'est le fait qu'il n'y a pas un moment quand même où, justement, avec cette idée que le théâtre, c'est l'espace, enfin, c'est une manière d'occuper l'espace public, c'est même une manière décisive d'occuper l'espace public, où on aurait utilisé ce que vous avez dit au départ, le fait qu'on commençait déjà à contourner les privilèges au XVIIIe siècle, qu'il y avait des théâtres de boulevard qui fleurissaient, et du coup, il n'y a pas eu cette idée que on n'avait pas forcément besoin de passer par les grands théâtres pour révolutionner la prise de parole théâtrale. Enfin, moi, dans le moment que j'ai étudié, donc il y a une révolution en Espagne en 1868, et il y a vraiment une floraison de petites scènes avec des acteurs amateurs, mais des acteurs amateurs qui ne sont pas des acteurs amateurs pour la bourgeoisie. Alors évidemment, ce n'est pas le même moment, hein. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui viennent de sociétés ouvrières. Bon, on n'est pas fin 18e siècle, quoi. Mais je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas eu mais même Olympe de Gouges, quoi, qu'elle se soit pas dit, ah bah tiens, ce serait quand même, je vais me bâtir une petite scène là sur les boulevards, les gens sont habitués à venir regarder, pourquoi on passerait pas à un théâtre populaire. Enfin, évidemment, du coup, là, je catapulte les temps en passant direct au théâtre populaire du 20e, mais pourquoi est-ce que ça s'est pas fait plus vite, en fait? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée? Pourquoi il n'y a pas eu des gens qui ont profité de ce moment-là pour faire directement un théâtre plus populaire, sans passer par les grandes institutions, quoi? Alors, il y a quand même une valorisation des petites scènes qui est assez forte dès 1789-1790, mais ça dépend énormément des titres de presse. On a des titres de presse comme la Chronique de Paris qui... Parce que marque de la reconnaissance artistique, c'est de faire un compte-rendu critique. Sous l'Ancien Régime, les théâtres de boulevard n'ont pas droit au compte-rendu critique dans la presse. Et là, on en trouve à partir de 89 et 90, mais quand même moins que les anciens théâtres privilégiés. Alors il y a quand même, il y a une hiérarchie complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vide entre des quelques grands anciens spectacles privilégiés et des petits théâtres. Il y a aussi tout un nombre de théâtres comme celui de la République, par exemple, qui commence à la fois être très patriotique et être très en vue, et du coup, c'est plutôt ces théâtres-là, intermédiaires, qui polarise beaucoup les regards et plutôt une admiration des patriotes. Après, sur l'entrepreneuriat du spectacle, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui ont essayé d'ouvrir des salles, en fait, économiquement, c'est très dur pour une salle de se soutenir sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petits spectacles qui naissent. Je travaillais sur un spectacle il n'y a pas très longtemps qui fonctionne 6 mois, et on voit bien que les recettes, parce que c'est un des seuls spectacles où le registre de recettes est conservé parce qu'il a fait faillite, et donc on trouve son registre de recettes, et on voit bien qu'au début c'est plutôt haut, et après c'est quand même une chute libre jusqu'à fin 1792. Et donc c'est quand même, il me semble, je pense, alors je ne suis pas spécialiste de l'entrepreneuriat, mais c'est quand même un risque très fort, puisqu'il s'agit quand même de recruter une masse de personnes pour faire fonctionner son spectacle, de recruter un peintre pour qu'il fasse les décors. Donc il y a quand même des coûts de fonctionnement, des coûts de surveillance de la salle, il y a des imprimeurs à payer pour les affiches, et donc du coup, c'est quand même une économie qui pèse assez lourd. Il y a beaucoup de faillites de spectacles. Les comédiens sont quand même engagés par contrat, et ils se retournent ensuite vers le juge de paix pour leurs impayés, etc., etc. Donc, je pense que du coup, il y a... Alors, ce serait peut-être une question intéressante à creuser encore plus sur les chiffres précis de l'entrepreneuriat dans ces années. Il faudrait que je consulte des collègues plus spécialistes que moi. Mais voilà, je pense qu'il y a effectivement quand même une floraison d'initiatives
très peu quand même par des femmes, il y en a quelques-unes, mais encore, quand même encore assez peu. Je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais là, en vous écoutant, ce qui me frappe, c'est qu'on parle de scènes privilégiées ou de théâtre privilégié, qui en réalité désigne ce que nous, aujourd'hui, plus ou moins, on appelle le théâtre public, c'est-à-dire les lieux qui sont soutenus par des financements publics, par des financements du pouvoir, on va dire, peu importe provisoirement qui a le pouvoir. Et en écoutant, je me dis, mais en fait, tous ces théâtres qui s'ouvrent sont des théâtres qui relèvent du domaine privé, donc du domaine économique direct. C'est pour ça que vous parlez d'entreprise. Et au fond, ça renvoie un petit peu la question soulevée quand vous parliez du fait qu'on se nourrit de ce mouvement-là pour imaginer, envisager le théâtre populaire, l'idée du développement par le théâtre d'une éducation populaire, d'une chose qui s'ouvre à tous. Est-ce qu'au moment de la révolution, de cette révolution, les gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire la Convention, donnent des moyens précis à des théâtres précis ou pas du tout ? Alors oui, c'est le cas, mais c'est une initiative qui, à ma connaissance, est très isolée, qui est le Théâtre des Sans-Culottes en 1794, qui est effectivement subventionné par la municipalité pour donner notamment des représentations gratuites à chaque décade. Il y a également un programme qui est fixé, alors je ne sais plus exactement, en plus j'avais retrouvé beaucoup de papiers sur ce spectacle-là. Il y a des choses qui ont été écrites, mais plutôt, il me semble, début 20e, des articles assez anciens sur ce théâtre-là, mais je pense que c'est un dossier qui pourrait être repris sur effectivement la programmation qu'on donne. Donc il faut jouer effectivement certains titres, il y a des subventions, mais ça ne dure que quelques mois parce qu'il me semble que ça s'écroule en juillet 1794. Donc effectivement, là on est bien dans la naissance de la bipolarisation statutaire entre privé et public qui ensuite s'ancrera au 19e siècle, au 20e siècle, mais on est effectivement dans les prémices de cela. Alors je ne saurais pas vraiment répondre de manière exacte et précise sur pourquoi la municipalité, en fait elle investit avant tout aussi dans la surveillance des spectacles, c'est-à-dire que par exemple à partir de 1796, on est sous le directoire donc c'est pas exactement la même chose, mais il y a un inspecteur par salle qui est posté à partir de février 1796 pour voir si les chants patriotiques sont bien chantés au début de chaque représentation, par exemple. Et il y a des menaces de fermeture de spectacle qui sont parfois mises en application. S'il n'y a pas un bon répertoire, si les comédiens ont dit monsieur au lieu de citoyen, même si c'était une pièce ancienne qu'ils avaient appris, donc ils disent bah oui mais moi j'avais appris le texte il y a longtemps donc j'ai monsieur en tête, mais non maintenant il faut changer le texte et il faut dire citoyen, mais ça on peut être poursuivi pour ça. Donc il y a un investissement structurel qui vient du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Police générale, mais c'est vrai que sur les initiatives municipales, je suppose que c'était beaucoup une question économique sur pourquoi il n'y a pas eu un vrai théâtre public durable fondé à ce moment-là. J'avoue que ce serait une question à creuser plus. Il y a peut-être de l'historiographie là-dessus que j'ai plus en tête là immédiatement. Et en province, il me semble on va avoir des municipalités qui vont favoriser effectivement des troupes, soit amateurs, soit professionnels, qui proposent un répertoire patriotique, par exemple, mais subventionner réellement une troupe et un théâtre, là, je ne saurais pas dire. Il me semble que non. Peut-être que M. Yon a la réponse, mais... Non, mais de toute façon, vous avez raison, ça représente énormément d'argent. Ouais. Donc, je pense que la clé... je suis tout à fait les propos de Suzanne Rochefort, elle est vraiment économique, avec une activité, et vous le savez bien, madame, puisque vous êtes une femme de spectacle, qui est quand même un bricolage financier permanent, et par exemple, au 19e siècle, le métier de directeur de théâtre, la question, c'est pas de savoir si tel directeur fera faillite ou pas, c'est à quel moment il fera faillite. Parce que c'est structurel. Donc effectivement, on est dans cette activité extrêmement compliquée et on a d'un côté effectivement ces grandes salles officielles, qu'elles soient impériales, royales, nationales, qui ont de l'argent, mais qui finalement sont quand même au 19e ont tendance un tout petit peu à se fossiliser avec une vie théâtrale où les vraies créations, et là encore je reviens au romantisme, se font avant tout ailleurs, ou après des choses comme
la première moitié du 19e siècle a inventé le drame romantique, la deuxième l'opérette, et je mets Offenbach sur le même plan que Victor Hugo, mais voilà, la nouveauté, elle vient d'ailleurs, et les salles officielles, elles récupèrent après, avec un décalage, des choses qui ont été créées avant, mais donc je pense que ces arguments économiques que met en avant Suzanne Rochefort, c'est ça la réalité de la vie théâtrale à ces périodes. Et je pense encore aujourd'hui. On va pas tarder à clore, mais je me demandais, en fait, là, en écoutant tout ça, ça m'a rappelé un article de Jacques Rancière sur la Révolution de 1830, où il dit la Révolution de 1830, c'est un moment où ce qui se transforme, c'est le partage de la parole. En fait, c'est pas, la Révolution, elle est vraiment liée à cette redistribution de l'accès à la parole. Et en fait, je me rends compte que moi, j'avais associé ça à la parole scénique, quoi. C'est-à-dire la Révolution comme possibilité d'accéder à la scène, parce que dans le travail que j'avais fait sur l'Espagne de la fin du 19e siècle, on voyait vraiment, il y avait vraiment une association entre les deux, la redistribution des rôles sociaux, elle passait aussi en partie par le fait qu'il y avait des sociétés d'amateurs, notamment des sociétés ouvrières, qui se mettaient à déclamer. Alors c'était des pièces parfois très conservatrices, voilà, le Don Juan de Zorrilla, qui était même un drame romantique à la sauce espagnole. Mais en fait, ça changeait quelque chose sur qui a le droit de parler en déclamant des vers. Et c'est ça qui, en soi, était révolutionnaire. Et en fait, je me rends compte que j'ai peut-être projeté du coup ça sur la Révolution française, alors qu'en fait, l'accès à la parole scénique a peut-être été le plus difficile en fait de tous les accès à la parole dans la presse ou à la parole, voilà, enfin les différentes écritures même qu'a pu pratiquer Olympe de Gouges. Peut-être que la moins libre c'était le théâtre. Enfin, en tout cas, je me demande si c'est ça qu'on peut déduire ou si c'est juste une vision d'une 19e tardive sur le moment révolutionnaire. Je ne sais pas si la moins... ce que j'ai l'impression, par rapport à ce que j'ai pu lire des écrits d'Olympe de Gouges, c'est que son théâtre est plus conventionnel que ce qu'elle a écrit par ailleurs. Joue plus sur quand même des choses qui ne sont pas révolutionnaires au fond, même si les idées le sont, mais la forme ne l'est pas. Et je ne sais pas, alors est-ce que c'est la donnée économique qui explique ça? C'est-à-dire que, est-ce que on est... Parce que moi, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui, par rapport à votre intervention, que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est un peu dans le domaine du théâtre public que des innovations surgissent et que c'est plutôt le secteur du théâtre privé qui récupère ça. On parlait de Saïra tout à l'heure, les spectacles de Pomeroy, ils ont tous été créés grâce au financement, aux subventions publiques. Et quand ils sont joués à la Porte Saint-Martin, ils sont joués... quand on voit le parcours là, actuel d'Alain Françon, ça circule aussi, mais c'est quand même encore le subventionné qui donne raison, mais c'est aussi parce que la place du théâtre est sans commune mesure dans ce qu'elle est dans la société actuelle, dans ce qu'elle était dans la société du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc effectivement, malheureusement, le théâtre reste quelque chose d'important, mais qui concerne beaucoup moins de monde par rapport aux sociétés qu'on étudie tous les deux, je crois. Au moment de la fin, eh bien, je ne saurais pas trop quoi dire. Là, moi, je pense que je vais simplement vous remercier pour votre présence, toutes ces questions extrêmement riches. Remercier aussi Jeanne Moisan de nous avoir réunis, d'avoir animé cette discussion, et la mairie du 18e de nous accueillir dans cette si belle salle. Oui. C'est moi qui vous remercie à vous pour votre présence et pour la richesse de ces interventions. C'était passionnant. Et aussi au public pour toutes ces questions passionnantes, public informé et bienveillant. Et le débat a été vraiment très intéressant. Merci à toutes et tous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.